Mbosso, je parle de lui parce que lui, il fut candidat. En fait, il fut président de l'Assemblée nationale et puis aujourd'hui, deuxième vice-président. Vous savez, personnellement, je trouve que c'est insignifiant. Parce que ce n'est pas seulement lui qui a des ambitions politiques. Et même, je trouve qu'il a son parti politique. Pourquoi il n'a pas pris un jeune? Vous voyez déjà que c'est déjà un problème. Pourquoi il n'a pas pris... Donc, dans cette république, nous ne sommes pas dans une république bananière. Permettez. Ce n'est pas seulement lui qui a des ambitions. Même le bureau entier. Quand vous prenez M. Vital Kamerhe, ce n'est pas seulement lui. Même dans le parti l'UNC, il peut en prendre quelqu'un pour le représenter. Si c'est pour le changement, frontalement, je peux le dire non. Mais pour la révision, oui. Parce qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui, aujourd'hui, nous posent certains problèmes. Vous voyez, au niveau, par exemple, une personne s'est fait élire 4 fois, un sénateur et tout ça. Ça, vraiment, il faudrait revoir. Lorsque vous voyez, par exemple, notre régime, il faudrait revoir. Lorsque vous voyez en tout cas, la distribution de fonctions, il faudrait revoir tout ça. Mais pas changer. Vous savez, politiquement, le président de la République, il est aussi politique. S'il doit changer, sûrement, ce ne sera pas seulement pour l'intérêt de la population. Il peut y avoir aussi l'intérêt du président de la République, parce qu'il a refusé avant qu'on puisse la changer, qu'on puisse la toucher. D'ailleurs, il y avait même ces slogans qui disaient « Ne touchez pas à ma constitution ». Le président l'a fait, il l'a dit. Mais aujourd'hui, qu'il puisse revenir, non à la révision, mais plutôt au changement, il faudrait revoir ses ambitions, il faudrait que nous puissions être attentifs à cela. Donc moi, personnellement, frontalement, je peux le dire que je suis contre les changements, mais plutôt la révision. Vrai ou faux, entre le régime Joseph Kabila et le régime Tshisekedi, le régime Joseph Kabila est mieux que celui-ci? Je pense que socialement... Ok, je peux justifier ou je... Vous commencez par vrai ou faux et puis vous justifiez. Vrai. Moi, parce que vrai, je parle sur le plan sécuritaire d'abord des acteurs politiques. Au niveau pendant le régime de Joseph Kabila, en tout cas, les arrestations arbitraires n'existaient pas tellement que pendant le régime du président Tshisekedi, premièrement. Vrai parce que les détournements, aujourd'hui, ça devient une historiette. De se réveiller le matin et d'écouter qu'il y a eu des tournements pendant la période, permettez la tautologie, pendant la période du président Kabila, ça existait mais pas trop, comme maintenant. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce studio une grande personnalité, une pensée intelligente, M. Gloire Kawaya. Il est analyste politique, il est acteur, opérateur politique indépendant. M. Gloire, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous honorer dans ces studios. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'opportunité accordée à ma personne. C'est pour moi un grand honneur d'être là et surtout de parler des questions qui concernent la République. Merci. Monsieur Gloire, si aujourd'hui on doit le présenter, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, profitons de cette caméra des grands profils pour faire une brève présentation de vous. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Comme vous l'aviez dit tantôt, une brève présentation. Je me nomme Gloire Kawaya. Je suis analyste politique indépendant. Jusque-là, j'analyse indépendamment pour éviter que nous puissions tomber dans une certaine sentimentalité liée aux partis politiques. Et je suis intéressé aux questions politiques et sociales. Et je fais la science politique. Alors, vous ambitionnez d'en faire aujourd'hui une politique active, essayer de vous mettre tout le pied dedans dans la politique ou juste s'arrêter dans le formalisme analyste? Non, jamais. Parce que moi, je pense que les questions décisives ou même les décisions décisives d'un État se prennent en politique. Et partant de cette factualité, moi, je me suis dit qu'il serait important que nous puissions nous lancer dans une politique beaucoup plus active, afin que nous puissions faire entendre nos idées, que nous puissions faire entendre nos propositions auprès du gouvernant. Est-ce que le fait d'être indépendant, ça vous laisse libre de faire une lecture indépendante quand les choses vont bien et quand les choses vont mal, ou vous allez par moments être secoué, oscillé par des prises de position? Le fait d'être indépendant, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que là, il n'y a plus question d'acquaintance politique, il n'y a plus question d'appartenance politique, il est question de la lucidité, il est question de la rationalité. Donc, personnellement, lorsque présentement, je suis analyste indépendant, je me vois beaucoup plus libre. Je suis dans un libéralisme personnel et je n'ai pas
je n'ai pas en tout cas des décisions à recevoir, je n'ai pas d'ordre à recevoir. Mais je pense également que le parti politique est une voix, et même parmi les acteurs du changement. Donc, de ces faits, je me vois dans le futur me plonger dans un parti politique beaucoup plus sérieux et qui va converger avec mes convictions. Question gênante, par exemple, ce serait quel parti politique? UDPS, PPRD, FCC? Non, mais je pense que l'avenir pourra nous le dire, très sincèrement. Mais c'est les partis lesquels vous aviez à peine souligné sont deux partis phares de ces pays. Donc, je ne peux pas quand même les écarter de ma vision. Okay. Mais là, présentement, je me concentre d'abord sur ma propre conviction et mes propres projets. En tant qu'opérateur politique, quelle est selon vous, M. Gloire Kaweya, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Si on devait vous demander de faire une lecture vraiment sincère de la situation socio-économique du pays, qu'est-ce que vous dites? En fait, cette question, elle est très factuelle. Je vais devoir également l'analyser de manière factuelle. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, en enlevant d'abord tout ce qui est président de la République, tout ce qui est gouvernement, elle fait face à une injustice. Moi, je parle d'une injustice beaucoup plus mondiale. Vous voyez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, elle est classée comme 4e pays les plus pauvres, ce qui est anormal avec sa grandiloquence, avec ses ressources naturelles, qui place également, c'est vraiment une contradiction, qui place la République démocratique du Congo comme parmi les 10 pays les plus riches du monde. Mais lorsque vous voyez la misère, la sécheresse que le peuple est en train de croupir, ça c'est misérable. Et au-delà de ça, la République démocratique du Congo a au moins une estimation de 100 millions d'habitants avec une jeunesse de 70 millions. Mais nous, jeunes, nous ne bénéficions pas de ça, de tout ce qui est ressources. Et je pense que c'est également lié à un problème de gouvernance, parce que c'est politiquement, elle est liée à un problème de gouvernance, à un problème de leadership. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il était impérieux, importantissime pour nous que nous puissions nous lancer activement dans la politique, question de solutionner ces problèmes. Vous pensez que la piste de solution, elle peut commencer par où, en première étape? La piste de solution doit d'abord commencer par une reconversion. J'aurais bien voulu parler du changement, mais je pense que si quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un vous détournez 200 millions de dollars et il ne détourne plus 200 millions pour 20 millions, c'est un changement. Donc, au lieu de parler du changement, moi je parle beaucoup plus d'une reconversion. La reconversion d'abord des acteurs politiques, la reconversion de gouvernements politiques, enfin qu'il y ait une nouvelle robe pour la République démocratique du Congo. Donc actuellement, le changement doit nécessairement commencer d'abord dans le domaine politique. Pourquoi dans le domaine politique? Parce que c'est dans le domaine politique où se prennent de grandes décisions. C'est dans le domaine politique où il y a nécessairement de grandes décisions, et partant de cela, de cette factualité, il est importantissime de revoir la classe politique, qui est un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement de la classe politique. Par renouvellement de la classe politique, qu'est-ce que l'opérateur politique Gloire Kaweya voit? Qu'on change des visages carrément de nouvelles personnes ou c'est quoi la mentalité qui doit changer? Ben moi, je vois déjà par le renouvellement de la classe politique, ce serait insignifiant. Permettez que je dise qu'on doit changer le papa, on doit changer les vieux, ça c'est vraiment insignifiant. Mais il faudrait qu'il y ait une nouvelle classe, une nouvelle idée, une nouvelle perspective. Je m'explique. Si aujourd'hui, on doit nécessairement être en politique, ça ne doit pas être sur base de nos humeurs. Il faudrait qu'il y ait un critérium bien établi, afin que chaque acteur politique, chaque ambitieux politique puisse suivre ces critériums de manière minutieuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un acteur politique, on voit un gouvernant, c'est un monsieur qui représente tout un État. C'est un monsieur qui représente tout un secteur. Je parle bien sûr des ministres. Alors, à ce niveau-là, moi, personnellement, j'ai eu à proposer que, au niveau d'abord des députés nationaux, qu'il y ait une certaine rigorosité, une certaine rigueur pour leur permettre que, parce que quand déjà on élit les députés provinciaux ou nationaux, on les élit ici naturellement, c'est sur base de propositions qui bien sûr seront factualisées au niveau de l'Assemblée nationale. Mais fort malheureusement ici, ce n'est pas le cas. Donc moi je pense que dans mes propositions, je pense que avant d'élire un député, il faudrait qu'il puisse nous présenter sa proposition de loi. Au niveau, bien sûr, au niveau de sénateurs, aujourd'hui, la République a 26 provinces, mais il y a 108 sénateurs. Moi, je pense que ça n'a pas, en tout cas, de place. Il faudrait revoir.
Mais au niveau maintenant du profondissime, de la fondamentalité d'un gouvernant, il faudrait que le président de la République, il faudrait que la Constitution puisse mettre en exergue un certain critérium, des critères pour permettre que le politicien ou les politiques soient à la hauteur de leurs attentes. Alors, Monsieur Gloire, nous allons toucher le profond, je vais le dire maintenant. Vous avez vu le gouvernement Judith Suminwa? Exactement. Vous avez vu ce squelettique-là, vous avez vu. Est-ce qu'il vous inspire quelque chose, ces gouvernements-là? Ben, citoyennement, il m'inspire parce que je suis congolais, donc nécessairement, je suis heureux de constater qu'il y a l'installation, il y a formation d'un gouvernement. Mais vous savez, on ne va pas se fier beaucoup plus à cette présomption de parti politique, vous voyez, et plonger dans une rêverie. Parce que je pense que le gouvernement Suminwa a beaucoup d'efforts à conjuguer pour qu'il puisse bien évidemment répondre aux attentes de la population. Mais en tant que citoyen congolais, je suis fier, en tout cas, qu'il y ait l'installation, bon, pas vraiment l'installation, mais déjà qu'il y ait un gouvernement mis en place. Vous estimez que le point le plus urgent sur lequel on doit s'attarder, c'est lequel? Le point le plus urgent sur lequel on doit s'attarder, c'est d'abord les sérieux. La rigueur. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne faudrait pas que... Aujourd'hui, la nomination de ministre, c'est pratiquement un privilège. Pour certains, bien sûr. La nomination de ministre, c'est pratiquement une opportunité de s'enrichir. Alors, d'abord, il faudrait qu'il y ait une rigueur. Donc, le président de la République étant le garant, doit installer une rigueur dans leur travail, bien sûr, qui est liée au ministre. Il faudrait que la première dame, parce qu'elle a le contrôle et elle a même le pouvoir réglementaire prévu par la Constitution, il faudrait qu'elle puisse se servir de cette rigueur, de cette sévérité, afin qu'il y ait en tout cas une bonne conduite d'abord des ministres. Il faudrait qu'ils soient exemplaires. Mais dans le fond, je pense que les ministres ont aussi du pain sur la planche. Ils doivent nécessairement répondre aux besoins. Alors, pour être trop précis, c'est que la priorité, il y a nos frères qui souffrent à l'Est. Donc, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est le manger. Et les autres viendra. Je parle beaucoup plus de routes que je n'oublie pas ici. Mais d'abord, la priorité, c'est d'abord la sécurité. On ne peut pas manger s'il y a la guerre. On ne peut pas festoyer s'il y a la guerre. Même ici, dans la province de Okatanga. Donc, c'est très factuel, cette pensée que je suis en train de donner. Il faudrait d'abord que le gouvernement s'appuie sur la sécurité. Plus de 20 ans, avec plus de 16 millions d'âmes perdues, la solution sur la sécurité de l'Est du Congo, vous la trouvez comment en tant qu'analyste politique? Ben, la sécurité, eux-mêmes, on devrait se plonger fondamentalement dans cette guerre pour en finir. Et il faudrait aussi qu'il y ait un financement. Vous savez, l'armée aujourd'hui, avec plus de 60 000 hommes, la République démocratique du Congo est incomparable au Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne peut pas se mesurer. Voir la grandiloquence du pays, on ne peut pas s'égaler. On ne doit pas tomber dans une prétention, mais c'est ce qui est vrai. Factuellement, on ne peut pas s'égaler au Rwanda. Alors aujourd'hui, si nous accusons politiciennement, parce que moi je trouve qu'on ne peut pas accuser notre État de nous attaquer. Est-ce qu'il faut toujours l'accuser? Voilà pourquoi je parlais de ça. On ne peut pas accuser le Rwanda de nous attaquer. En tant qu'État, on ne partage que les intérêts. Donc, scientifiquement, on ne doit plus dire cela. Personnellement, c'est ma pensée, ce porté-là. Et donc, là, je pense que on doit d'abord financer l'armée, installer aussi une rigueur. Permettez que je rebondisse sur ça parce qu'elle est très capitale. Là-bas, il y a des détournements de deniers, plutôt des fonds destinés aux militaires, destinés aux réfugiés. Mais il y a des gens qui détournent, des Congolais qui détournent, mais c'est gravissime dans un État. Il faudrait d'abord qu'il y ait une rigueur parce que le président est même le chef de l'armée. Donc, il faudrait qu'il y ait une rigueur. Donc, à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait aussi un financement qui répond, un financement patent qui répond aux besoins. Et troisièmement, il faudrait revoir, parce qu'on appelle ça guerre de manière vulgaire, mais dans le fond, ce n'est pas une guerre, c'est un conflit ethnique. Il y a beaucoup plus de clans qui sont là et autres. Et parce que même ceux qui ceux qui se font la guerre là-bas à l'Est ne sont pas seulement le Rwandais. Il y a même des Congolais qui se font la guerre, de frustration. Il y a également de colère, des choses comme ça. Mais il faudrait revoir. Et même le niveau de vie, et tant que les sociales ne répondent pas, il y a ceux qui préfèrent la brousse. Il y a ceux qui préfèrent la brousse. Bon, nous allons
rebondir à une question importante, monsieur Gloire Kawaya. Le bureau de l'Assemblée nationale est installé. Vital Kamerhe, lynché par beaucoup, traité de voleur, traité de ceci, c'est un traître, c'est un Burundais. Mais bizarrement, il est deuxième personnalité du pays aujourd'hui. Quelle est votre analyse sur ces bureaux définitifs de l'Assemblée nationale? Devons-nous espérer à ce bureau-là, espérer à ces députés qui sont le représentant au niveau national de la République démocratique du Congo? Beaucoup disent même que les malheurs de Congolais, c'est ces députés. Ce serait tomber dans une chuchote. De dire que le malheur, c'est parce qu'il y a des députés sérieux qui représentent valablement la nation. Mais pour ce qui revient de M. Vital Kamerhe, je pense que M. Vital Kamerhe est teinté d'une vétéran, c'est un ancien politique. Donc, de ce point de vue, il est tellement factuel que sa place au niveau de la présidence du bureau national de l'Assemblée permettait que ça soit important pour le pays. Mais vous savez, nous sommes en politique, donc il n'y a rien qui peut arriver au hasard. Okay. Il n'y a pas d'imprévisibilité en politique, tout se prépare. Donc, partant de cela, M. Vital Kamerhe a aussi du pain sur la planche, politiquement, parce que il représente aussi la population, c'est un avantage de la population. Mais de manière politicienne, il a aussi ses propres intérêts. Il fut candidat président. Je pense que cette ambition n'est pas encore atteinte, n'est pas encore atteinte. Donc, de ce point de vue, M. Vital Kamerhe, il se voit toujours prépondérant à être candidat président de la République. Donc, même le président Fatih Félix, il est là, malgré que M. Vital Kamerhe est président, mais le président de la République doit nécessairement d'être beaucoup plus souple dans sa gestion et même dans sa collaboration avec M. Vital Kamerhe pour ne pas tomber dans une embuscade. Parce que M. Vital Kamerhe est porteur d'un parti politique, il a des ambitions politiques, donc parfois même nous avions cette pensée qui dit que M. Vital Kamerhe serait, au conditionnel évidemment, serait le candidat potentiel du président de la République en 2020. En termes de dauphinat, donc. Exactement. Mais alors, est-ce que vraiment vous sentez que ces bureaux, en commençant par le bureau définitif, et aussi les députés qui sont là, 500, est-ce qu'ils vont valablement, il y a espoir qu'ils vont valablement défendre les intérêts de la population? Honnêtement, non. Pourquoi? Parce que vous savez, déjà dans le bureau, c'est teinté d'une certaine arrogance, qui nécessairement, M. Mbosso, je parle de lui, parce que lui, il fut candidat, en fait, il fut président de l'Assemblée nationale, et puis aujourd'hui, deuxième vice-président. Vous savez, personnellement, je trouve que c'est insignifiant. Parce que ce n'est pas seulement lui qui a des ambitions politiques. Et même, je trouve qu'il a son parti politique. Pourquoi il n'a pas pris un jeune? Vous voyez déjà que c'est déjà un problème. Pourquoi il n'a pas pris... Donc, dans cette république, nous ne sommes pas dans une république bananière. Permettez. Ce n'est pas seulement lui qui a des ambitions. Même le bureau entier. Quand vous prenez M. Vital Kamerhe, ce n'est pas seulement lui. Même dans le parti l'UNC, il peut en prendre quelqu'un pour le représenter. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition, cette redondance? Voilà pourquoi, quelque part, ça suscite une certaine colère auprès de la population et ça arrive à se colorer, ça arrive à dessiner le tableau et le peuple nécessairement prend en charge lui-même. Donc au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale, je pense qu'il faudrait revoir, bien que c'est déjà établi. Alors je sens la pertinence et la profondeur de vos réflexions, elles sont vraiment intelligentes, sans flatterie. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette interview, mais nous aurions vraiment mal si nous ne vous posons pas cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Gloire, c'est impératif qu'on change notre constitution? On ne va pas se cacher la face ici. Exactement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en France, l'a dit que voilà, il y a même comment il a appelé, une commission qui serait déjà mise en place, ou soit est en train d'être construite pour analyser la question. Le chef de l'État n'a pas parlé des révisions, il a parlé du changement de la constitution. Donc on va avoir une nouvelle constitution. Mais est-ce que c'est impératif à l'heure actuelle? Voilà, j'ai aimé la précision que vous avez donnée. Ce n'est pas la révision, mais plutôt les changements. Si c'est pour le changement, frontalement, je peux le dire non. Mais pour la révision, oui. Parce qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui, aujourd'hui, nous posent certains problèmes. Vous voyez, au niveau, par exemple, une personne s'est fait élire 4 fois, un sénateur et tout ça. Ça, vraiment, il faudrait revoir. Lorsque vous voyez, par exemple, notre régime, il faudrait revoir.
lorsque vous voyez en tout cas la distribution de fonctions, il faudrait revoir tout ça. Mais pas changer. Vous savez, politiquement, le président de la République, il est aussi politique. S'il doit changer, sûrement, ce ne sera pas seulement pour l'intérêt de la population. Il peut y avoir aussi l'intérêt du président de la République, parce qu'il a refusé avant qu'on puisse la changer, qu'on puisse la toucher. D'ailleurs, il y avait même ces slogans qui disaient « Ne touchez pas ma constitution ». Le président l'a fait, il l'a dit. Mais aujourd'hui, qu'il puisse revenir, non à la révision, mais plutôt au changement, il faudrait revoir ses ambitions, il faudrait que nous puissions être attentifs à cela. Donc moi, personnellement, frontalement, je peux dire que je suis contre les changements, mais plutôt la révision. Mais si on changeait cette constitution, c'est-à-dire que même Joseph Kabila Kabange peut repostuler. Voilà pourquoi j'ai évoqué la question. Le compteur est à zéro. Exactement, voilà pourquoi j'ai évoqué cette question de la République. La République n'est pas familiale, elle est démocrate. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une République bananière, elle n'appartient pas seulement à une certaine famille politique où il y a eu, je ne sais pas, leurs ancêtres ont eu à faire des exploits dans ce pays. Non, la République appartient à tout le monde. Donc, de ce point de vue, impérativement, chacun de nous, citoyennement, doit s'intéresser à cela. Donc, on ne doit pas dire parce que le président Kabila était, bon, on doit changer et tout. Donc, il y a vraiment anguille sous roche, là-dedans. Mais il faudrait revoir de manière républicaine, voir les intérêts. Parce que le président Kabila a fait sa part, 18 ans. Le président Tshisekedi, 10 ans. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on bénéficie de ça? Pendant que la République nous appartient tous. Donc, moi, je pense qu'on doit plutôt réviser certains articles qui gênent les bons fonctionnements de la République. Avant que nous passions à notre dernière rubrique qui va clore cette interview des vrais ou faux, nous allons vous poser des questions directes. Question directe, Monsieur Gloire. Est-ce que Félix Antoine Tshombo Tshisekedi a bien géré cette République pendant sa première mandature? Il en est à sa deuxième. Bien géré, je pense que personnellement, il a bien géré. Il a bien géré dans le sens où il a fait sa part. Il est toujours à la gestion. Il fait sa part, bien que lui-même a eu à les fustiger lors de sa prise de serment. Il a dit qu'il ne doit plus revenir. Donc, de ce point de vue, bien qu'il a fait sa part, il a aussi des erreurs. Donc, nécessairement, il est dans les 50-50. 50-50, donc il a bien fait, il a mal fait aussi. Sur quelques axes. Lui-même l'a eu à les dire. Donc, je me trouve partiel par rapport à son analyse propre à lui. On va faire le vrai ou faux. Vous avez à dire que vrai ou faux, okay. Mais vous pouvez aussi, si vous sentez monter en vous, un commentaire pour clarifier votre position, vous les dites. Vrai ou faux entre le régime Joseph Kabila et le régime Tshisekedi, le régime Joseph Kabila est mieux que celui-ci? Ben, je pense que... Commencez par vrai ou faux. Ok, je peux justifier ou je... Vous commencez par vrai ou faux et puis vous justifiez. Vrai. Moi, parce que vrai, je parle sur le plan sécuritaire d'abord des acteurs politiques. Au niveau pendant le régime de Joseph Kabila, en tout cas, les arrestations arbitraires n'existaient pas tellement que pendant le régime du président Tshisekedi, premièrement. Vrai parce que les détournements, aujourd'hui, ça devient une historiette de se réveiller le matin et d'écouter qu'il y a eu des détournements pendant la période, permettez la tautologie, pendant la période du président Kabila, ça existait, mais pas trop, comme maintenant. Mais il faut aussi, parce que là-bas, pendant le régime de Joseph Kabila, il n'y avait pas cette lucidité, il n'y avait pas cette rédévabilité gouvernementale. Aujourd'hui, c'est facile de voir le ministre Patrick Mouyaya nous donner ce qu'ils ont eu à prendre comme mesure. Il y a eu cette lucidité au niveau d'abord des sanctions, il y a eu installation de la peine des morts. Donc pour moi, je pense que en tant que citoyen congolais, c'est un moyen d'encourager et de déstabiliser, de décourager le bourreau de la République. Nous allons revenir à notre province, le Haut-Katanga, Lubumbashi, son chef-lieu. Vrai ou faux que c'était une erreur de la part des députés provinciaux de réélire Jacques Yabula pour la deuxième fois comme gouverneur, pendant que pour beaucoup, son premier quinquennat était mitigé? Là, je le dis frontalement, c'est vrai d'élire d'abord Jacques Yabula comme gouverneur. Pourquoi? Parce que c'était politique. De ce point de vue, je ne vais pas m'ingérer dans ça. Mais faux parce que je pense qu'il y a eu les résultats de la CENI. On a proclamé, je crois, un candidat de l'UDPS comme le maillot jaune. Vous voyez, quelque chose comme ça, de Jean des Dieux, quelque chose comme ça. Donc, de ce point de vue, ce serait lui la volonté du peuple.
du Haut-Katanga. Donc ce serait encore lui qui devrait être candidat gouverneur. Mais vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, ici c'est dans le faux, parce que ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas les besoins de la population, la volonté, c'est les intérêts politiques. Vrai ou faux que Félix-Antoine Tshombo-Tshekedi, avec Judith Suminwa, pour la première fois une femme à la primature, les choses vont être bien faites? Faux. Ça, je le dis faux, il n'y a pas de vrai. Pourquoi? Parce que la gestion n'est pas liée, la gouvernance n'est pas liée à la beauté. Je dois le dire très sincèrement que madame, notre première ministre, elle fait la fierté. Elle est très belle, je le dis sincèrement. Mais la beauté ne va pas gérer, vous voyez. Donc, ce qui gère, c'est beaucoup plus la compétence. Donc, on ne doit pas se fier à la personne de la première ministre. Donc, je m'inscris dans le faux. Monsieur Gloire, je vous remercie. Merci beaucoup. Ce fut un honneur d'être là et surtout de parler des questions et des sujets qui concernent notre République. Merci. Merci.